Les angiospermes sont des êtres vivants particuliers vivant sous la contrainte de la vie fixée. Pour répondre à cette contrainte, ils ont développé au cours de leur évolution de vastes surfaces d'échange avec leur environnement, afin d'optimiser leur nutrition. En effet, les plantes sont autotrophes et synthétisent leur propre matière organique à partir de différents nutriments puisés dans leur environnement. Le CO2 est capté sous les feuilles, dans les poches sous-stomatiques, tandis que l'eau et les sels minéraux sont captés dans les racines par les poils absorbants. Ces nutriments sont ensuite acheminés dans la sève brute jusqu'au chloroplaste des feuilles par un vaisseau spécialisé, le xylème, afin de réaliser la photosynthèse. Composé de cellules végétales mortes, le plasmodesme joue le rôle de pont entre les différents compartiments. Le xylème est lié au phloème qui transporte la matière organique qui vient d'être synthétisée lors de la photosynthèse jusqu'aux racines. Il est alors intéressant de se demander comment ces liquides vétaux pour la plante sont transportés d'un bout à l'autre de celle-ci en défiant la gravité. En début de vie, la plante développe de petits vaisseaux en suivant le principe de développement des racines. La distance racine-feuille est très faible, la force nécessaire pour monter l'eau dans le xylème n'en est que plus faible. Pour mieux visualiser, nous avons réalisé un modèle en utilisant un tube fin de diamètre de 220 micromètres. On remarque que l'eau monte naturellement dans le tube lorsqu'il entre en contact avec l'eau. Celle-ci monte par principe de capillarité, le xylème est une paroi poreuse composée de cellules mortes, et de pression sur les racines. Ce mouvement emballe aussi celui du phloème, lui-même entraîné par gravité. En effet, ces deux vaisseaux communiquent, en ce sens le mouvement de l'un entraîne celui de l'autre. Pour minimiser la force nécessaire, la plante développe de nombreux vaisseaux fins plutôt qu'un unique large. De plus, le diamètre d'un vaisseau est encore plus petit que celui de l'expérience, environ 50 micromètres. Et donc la sève brute monte encore plus haut. Cependant, lorsque la plante grandit, la hauteur des vaisseaux est plus importante, mais la force capillaire ne change pas, puisque le diamètre des vaisseaux est inchangé. Ces mécanismes seuls ne suffisent donc plus pour assurer l'acheminement de l'eau jusqu'aux feuilles. Dans le xylème, et par extension le phloème, les molécules d'eau sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes. C'est ce que l'on appelle la cohésion moléculaire. Cela signifie que le mouvement d'une molécule entraîne la suivante, et ainsi de suite, sur l'ensemble de la plante. Or, lorsque la plante ouvre ses ostioles pour permettre l'absorption de CO2 dans les stomates, de l'eau est également perdue. C'est l'évapotranspiration. Des molécules d'eau s'échappent de la plante et leur mouvement entraîne les molécules suivantes de la chaîne. On parle de mouvement par transpiration ou Transpirationszug en allemand. Nous venons donc de voir comment fonctionnent les mouvements d'eau à l'intérieur même de la plante, mais nous n'avons pas encore expliqué comment l'eau y est introduite. Cela se fait évidemment au niveau des racines, mais quel est le phénomène responsable de cette absorption? C'est grâce à la différence de concentration des minéraux entre le sol et la racine. En effet, l'eau dans le sol contient des sels minéraux, tout comme dans la racine, mais en moindre quantité. Or, par principe d'osmose, lorsque deux solutions différemment concentrées en minéraux sont séparées par une paroi hémiperméable, qui ne laisse pas passer l'eau, sont observés des flux qui vont de la solution la moins concentrée vers la plus concentrée. Si la membrane n'est pas strictement hémiperméable, alors elle laisse également passer le soluté dans l'autre sens. L'équilibre ne sera atteint que lorsque la concentration en soluté sera la même dans les deux compartiments. On modélise ce phénomène en utilisant une pomme de terre. Nous avons retiré la peau de la pomme de terre afin de favoriser les échanges avec l'extérieur. Nous y avons ensuite creusé 3 trous, l'un contenant du sel, NaCl, le deuxième contenant une solution physiologique de même concentration en sel que la pomme de terre, environ 1,9 g par litre, et le troisième rempli d'eau déminéralisée. On pose notre pomme de terre dans un récipient contenant environ 2 cm d'eau. Au bout d'une heure, on remarque que le sel NaCl du premier puits s'est dissous. Le second reste inchangé et le troisième s'est vidé. On comprend que l'eau du récipient a traversé la pomme de terre pour arriver au premier puits, se déplaçant du milieu le moins concentré vers le plus concentré en sels minéraux. En suivant le même principe, l'eau déminéralisée du troisième puits s'est déplacée au travers de la pomme de terre plus concentrée. Le second est notre témoin, le volume n'a pas changé car la concentration est la même dans les deux milieux. Ce phénomène explique l'absorption d'eau du sol, solution moins concentrée, vers l'intérieur de la racine, solution plus concentrée. Toutefois, dans le cas des plantes, d'autres phénomènes entrent en jeu, porosité des parois, capillarité, etc. Ainsi, une grandeur plus large a été choisie, le potentiel hydrique. La règle est simple, le mouvement de l'eau se fait du potentiel hydrique le plus élevé au plus faible. C'est ce qui permet l'absorption de l'eau au niveau des racines et facilite le mouvement dans la colonne. En conclusion, de nombreux phénomènes physiques permettent le déplacement de la sève dans les plantes. La communication entre les deux vaisseaux, la capillarité, la cohésion et l'évapotranspiration et le potentiel hydrique. Nous pouvons maintenant nous demander comment sont créés les différents vaisseaux au fur et à mesure de la croissance de la plante.